Bon, merci pour cette belle présentation. Alors, on va faire manuellement, parce que là... Merci aux organisateurs de la Semaine du Cerveau. Au Galet, c'est toujours un plaisir de discuter de sujets passionnants. Et c'est maintenant la deuxième fois que je fais une conférence après un état de conscience modifié. Et donc, n'en tenez pas rigueur. Alors moi j'ai choisi de vous parler des artistes, de leur cerveau, parce que je m'intéresse à ça, parce que je suis musicien, en me posant des questions naïves à la base. Est-ce que le cerveau d'un artiste est différent de celui de tout un chacun ? La réponse elle est évidente, chaque personne a un cerveau différent, mais en creusant, en allant un peu plus loin, je fais des va-et-vient dans la présentation entre la maladie neurologique, entre des états qui ne sont pas forcément pathologiques, c'est pas forcément des patients. Vous allez voir qu'on a un continuum, comme j'aime bien citer Georges Canguilhem, entre le normal et le pathologique, dans la sphère artistique. On va répondre un petit peu à la présentation précédente sur les questions de conscient, non conscient et de créativité qui sont aujourd'hui bien éclairées par les nouvelles recherches dans ce domaine. Donc je vais commencer avec la musique qui est finalement au cœur du vivant. L'art en général, mais la musique tout particulièrement pour moi. Après ce petit frisson musical qu'on a pu avoir avec Rachmaninoff, qui faisait partie d'une de mes présentations la dernière fois, j'avais apprécié le diffuser parce qu'on voit que les gens ils se détendent, ils rentrent rapidement dans la chanson, puis ça leur rappelle quelque chose de personnel. Je voulais vous montrer trois tracés, des tracés qui sont des tracés qui m'ont accompagné depuis que je sais lire, écrire et pratiquer la musique, en écouter, et à travers aussi la médecine. Donc je vous laisse essayer de voir les 6 minutes de ces tracés, peut-être que vous allez pouvoir reconnaître. Alors à gauche, en haut à gauche, on a un électrocardiogramme. Donc c'est l'électricité du cœur qui va nous donner le rythme, l'amplitude de la contraction ventriculaire et des auricules. Et c'est quelque chose que j'ai découvert et qui m'a émerveillé dans les études médicales. Et puis après, plus tard, quand j'ai choisi la spécialité neurologie, un autre tracé qui avait l'air encore plus compliqué et qui ne l'est pas forcément. Quand on en voit tous les jours, on s'habitue à voir ces rythmes qui sont des reflets de notre activité cérébrale, qui peut être au repos, qui peut être activé par l'audition, la vision, par la réflexion, et puis tas de choses aussi. Nous on l'utilise principalement pour l'épilepsie, mais pas que. Et on découvre encore que ces ondes reflètent notre fonctionnement, le fonctionnement cérébral. Alors maintenant on sait que y a même une discipline qui s'appelle la cohérence cardiaque. Cerveau et cœur sont des rythmes qui sont entraînés. Et on fait l'expérience quand on se détend de diminution du fréquence cardiaque. On peut aussi la faire avec des médicaments. Et puis à droite, une partition de musique lambda, qui est aussi marquée par un rythme. Alors je vous laisse trouver des points communs éventuellement. Je vais vous en donner un simple. Le premier, c'est que l'activité cardiaque et cérébrale et la musique s'éteignent avec la mort. C'est pas très gai. Et ça c'est un point commun. Donc ça explique aussi que le vivant soit en fait la traduction de ces rythmes qui sont des rythmes endogènes, biologiques et extérieurs. Les autres points communs, c'est qu'il y a une rythmicité qui est propre, qui est auto-entraînée, qui est régulière en général. On a un rythme de veille alpha, on a des rythmes plus lents, on a toute l'étude du sommeil avec Michel Jouvet, qui est un neurologue français, qui nous a montré qu'est-ce que c'était que le sommeil paradoxal. On a des rythmes. Et quand il y a une dysfonction de rythme, la musique que vous écoutez, elle vous paraît... d'ailleurs, vous avez du mal à taper le tempo, quoi. Vous n'êtes pas entraîné par ce rythme qui finalement nous fait rentrer dans une transe.
Donc on voit qu'on arrive à des sujets comme la transe rapidement en parlant de cerveau, de cœur, de rythme. Quand le rythme dysfonctionne, quand le cœur dysfonctionne, quand le cerveau aussi dysfonctionne et s'emballe, on appelle ça une arythmie cardiaque, on appelle ça une épilepsie ou un état de mort cérébrale. Donc c'est pour nous en fait la même chose que de faire de la musique et de la cardiologie ou de la neurologie. Alors je vais commencer par quelques pertes de fonction qui sont principalement, on va le voir à travers la musique et l'audition, qu'on peut retrouver en neurologie. Et j'aime bien montrer des tableaux de Escher, qui lui s'est posé ce genre de questions quand il se regarde dans cette boule et qui se dessine en train de se regarder. Ça renvoie à la métaphysique, à la métacognition, qui sont des domaines de neurosciences qui sont en pleine expansion. Puis les mains dessinantes, qui est aussi très beau. L'épilepsie, je vous en avais parlé il y a 2 ans quand on avait fait l'édition de la semaine du cerveau et aussi à la semaine du son, parce que cette thématique m'intéresse particulièrement. On a été intéressé par des patients qui présentaient des crises, je ne vous les montre pas là, mais volontiers, je vous les montrerai une autre fois, au bruit, une crise d'épilepsie déclenchée au bruit, souvent des crises dystoniques, brachiofaciales, très handicapant en société, puisqu'il suffit d'un petit un claque pour que le patient fasse une petite crise myoclonique. Des épilepsies qui sont aussi déclenchées par la musique, l'écoute de la musique d'un morceau. Ça aurait pu être le cas si quelqu'un avait une épilepsie musicogène quand on a passé le morceau Rachmaninoff. Souvent, c'est des épilepsies qui sont déclenchées par une émotion. Et c'est l'émotion qui va ensuite, au niveau des régions temporales, déborder sur le cortex moteur et prémoteur, engendrer la crise et les clonies qu'on peut visualiser ou des sensations qui traduisent les crises d'épilepsie. Et puis, une crise peut aussi déclencher de la musique. C'est-à-dire, comme on a des hallucinations auditives qui sont médiées par le dysfonctionnement des régions temporales. Ça s'enregistre avec des tracés comme je vous ai montré. Ça se documente en vidéo et ça se soigne quand le risque de faire des crises généralisées est important. Bien évidemment, comme des crises olfactives, ça peut être aussi une alerte pour découvrir une lésion. Pas plus tard que la semaine dernière, un patient avait une odeur désagréable de chlore dans le nez qui se répétait dans la journée depuis plusieurs mois et ça fait découvrir une tumeur cérébrale. Alors c'est donc un sujet très sérieux, mais qui nous montre qu'avec la musique, on peut aussi faire de la médecine et plus largement, vous allez voir par la suite, avec les arts aussi. On peut rencontrer aussi des musiciens. On aimerait bien se faire connaître parce que ça nous intéresse, qui nous consultent pour ce qu'on appelle la crampe du musicien. On connaît bien la crampe de l'écrivain. La crampe du musicien, on connaît moins bien. C'est une dystonie focale, donc une posture, une contraction d'une partie d'un membre. Chez un musicien, ça va volontiers être les doigts, mais ça peut être la bouche, chez le trompettiste aussi. Et voici le premier personnage qui était atteint, Robert Schumann, qui était atteint de dystonie focale du musicien, qu'il a malencontreusement traité à l'inverse de la façon qu'il fallait, c'est-à-dire qu'il a travaillé encore plus cette main qui ne répondait pas, et donc il a aggravé cette dystonie, à tel point qu'il a dû arrêter de jouer pendant une certaine période. Aujourd'hui, on a des moyens de rééduquer, de prendre en charge correctement, notamment avec l'injection de toxine botulique qui se fait tout à fait dans le service de Dr Jordana au CHU de Nice, dans d'autres services de rééducation aussi. Et ça permet de retrouver le schéma somatomoteur qui dysfonctionne avec, vous le voyez sur le petit schéma très simple là-haut à droite, un chevauchement entre 2 régions motrices qui commandent 2 doigts différents. Et ça va engendrer une contraction quand on veut faire seulement l'index aussi, par exemple du majeur, et donc gêner cette action qui est d'ailleurs une action extrêmement précise et délicate. Donc voici une deuxième pathologie qu'on peut prendre en charge, en rapport non pas directement avec la musique, mais avec la motricité du musicien. Et je ne vous ai pas trop parlé des amusies, puisque ça faisait partie de la présentation que j'avais faite. L'amusie, finalement, c'est pas une maladie, mais c'est
une difficulté à apprécier, à reconnaître une mélodie, un rythme. Il y a des arythmies, des amusies, des gens qui, on pense entre 2 et 5% de la population, n'ont pas cette appétence pour la musique, donc qui sont indifférents à l'écoute d'une chanson et qui, pire que ça, parfois sont incapables de reconnaître dans les épreuves de blind test le moindre morceau. Donc ça peut être aussi handicapant en société, l'amusie. Il y a des amusies qui sont congénitales, on naît avec cette incapacité à reconnaître les mélodies. Ça donne lieu à parfois des gens qui sont peut-être pas aussi intégrés en société, notamment s'il s'agit d'une soirée ou d'un concert, parce que du coup ils regardent un concert mais ils n'y trouvent aucun intérêt. Et il y a des amusies qui sont aussi acquises après un accident vasculaire cérébral, une tumeur ou toutes les maladies qui peuvent toucher le cerveau. Rapidement, on va passer sur le gain de fonction, puisque, comme les psychiatres le disent aussi très bien, on a des signes négatifs, donc on perd une fonction. C'était le cas de ce que je vous ai dit juste avant. Et puis on peut aussi gagner une fonction, c'est un peu plus intéressant, et ça attire plus l'œil du clinicien quand on rencontre un patient qui nous dit, par exemple, qu'au Mozart, il était capable de mémoriser 10 minutes de musique sans l'écrire, restituer plusieurs minutes plus tard l'intégralité d'un concerto, et c'était ce qu'on appelle l'hypermnésie. Donc moi je vais vous parler un petit peu de synesthésie, parce que c'est un sujet qui est à la mode, on va survoler avec quelques exemples. L'oreille absolue, vous savez ce que c'est, on a tous une oreille plus ou moins relative, sauf les amusiques. L'oreille absolue, on est capable de donner une note exacte quand on l'entend, sans référence. Le syndrome de Williams, c'est un syndrome qui touche, une maladie génétique qui touche finalement plusieurs organes, mais qui entraîne un retard mental, qui entraîne une dysmorphie faciale, mais qui entraîne aussi une capacité hors norme à apprécier et jouer de la musique. Donc c'est des gens qui développent un don pour la musique, avec manifestement un gène qui est muté et qui va engendrer des conséquences négatives, mais aussi tout à fait positives. Ehlers Danlos, vous avez peut-être en tête un musicien qui était atteint de ça, qui avait développé des capacités exceptionnelles avec cette maladie qui touche le collagène, et puis plus classique, 3 à 5 patients par mois, facile en consultation, par semaine, même plus, qui vient parce qu'il a mal à la tête, on fait un diagnostic de migraine sur des critères cliniques, et puis des symptômes qu'on appelle des auras, qui sont aussi le témoin d'une perception paranormale. Alors paranormale parce que finalement on ne perçoit pas ça en dehors d'un épisode d'aura. Donc ça nous amène à une réflexion de qu'est-ce qui est réel ou pas réel. Est-ce que la maladie va transformer le réel? C'est des questions que je vous encourage à garder en tête pendant la présentation. Un petit retour sur l'épilepsie aussi après. Voilà un syndrome que j'ai rencontré en 2018 dans le service avec un patient qui, je vous raconte son histoire, parce que je ne savais pas qu'il existait un syndrome d'Alice au Pays des Merveilles. Et puis quand on a recherché ces symptômes qu'il a très bien rapportés, je rappelle avec notre neuropsychologue qui est ici, les deux, on avait filmé l'entretien du patient qui nous disait que initialement en fait il était assis dans le salon avec sa fille qui faisait la vaisselle. Et puis, 10 minutes plus tard, il dit à sa fille « Mais pourquoi tu fais toujours la vaisselle ?» Et elle n'était plus en train de faire la vaisselle, elle était assise dans le salon. Et il lui dit « Mais si, tu fais toujours la vaisselle, arrête !» Et donc, en fait, elle s'était déplacée, mais lui avait toujours l'image répétée de cette scène constamment. Donc on appelle ça une palinopsie en neurologie, donc une scène visuelle qui se répète tout le temps. Après, il a été transporté aux urgences parce que c'était un peu étrange. Sa fille lui dit « Mais papa, attends, je te fais des tests, regarde un peu à droite, à gauche. » Très bon test d'ailleurs en neurologie. Mais il y avait quelque chose qui l'a choqué, c'est qu'il lui dit « C'est quoi cet objet devant ?» Et il lui répond « Tu m'as mis 2 verres. » Il fait « Mais non, il n'y a qu'un seul verre. » Donc il y avait une vision double, une duplication des objets aussi dans le champ visuel. Et puis dans le camion des pompiers, il était donc initialement assis à côté de sa fille, et puis sa fille a disparu. Donc il n'a plus vu. Et il lui dit « Mais tu es où ?» Elle lui parle, elle fait « Non, je ne te vois pas. » Elle était dans son champ visuel droit, il ne la voyait plus. Arrivé aux urgences, on s'est dit « Il faut quand même faire une IRMS, monsieur, il y a quelque chose qui ne va pas. »
Et quand il sort de l'IRM, il était très content parce qu'il avait l'impression d'être dans un film, un dessin animé de Looney Tunes. Tous les personnages étaient déformés comme ça. Ils étaient un peu gros, d'autres très fins, et il passait à côté de lui, il ricanait comme si c'était donc là, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis drogué. Et nous, on a eu un challenge. Qu'est-ce qui arrive à ce patient? Quel est son problème? Quelle est sa maladie? Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? Le challenge, on a eu un peu de mal à la surmonter. Il a fallu faire des IRM, des ponctions lombaires, des électroencéphalogrammes. Puis on a eu finalement des pistes et on a retenu un diagnostic. On a retenu le syndrome d'Alice au pays des merveilles. Donc je vous ai mis la photo de Lewis Carroll. Je tire aussi de ce livre qui est un recueil extraordinaire d'écrits sur les artistes qui avaient des maladies neurologiques. Donc vous allez voir, je vais vous en présenter quelques-unes. Et puis quand je vous parle de perception de réalité, d'une ou plusieurs réalités, je fais référence aussi aux fictions de Borges, qui avait, lui, une cécité qui n'était pas une cécité corticale, hein, comme on peut voir en neurologie, une cécité liée à une dégénérescence maculaire. Donc voici l'ensemble des symptômes on voit pas bien, qu'on peut trouver. Il y en a plus en fait, je vous ai mis que la table 1, mais il y a une deuxième table. Je vous reparlerai d'un symptôme en bas qui s'appelle la prosopométamorphopsie. Donc ça c'est compliqué comme terme, mais je vais vous montrer ce que ça donne en image quand on se met à la place du patient qui expérimente ce genre de ça. Donc il y a des micropsies, des macropsies, on voit en gros, en petit. Il y a des visions en mosaïque. Alors on se demande s'il n'y a pas eu du LSD ou quelque chose comme ça dans l'histoire. Eh bien manifestement, non. Il y avait un tracé qui était, pas celui-là, un tracé qui montrait des ondes pointues, lentes, sur l'hémisphère gauche que vous voyez en bas, comme des espèces de vagues, qui ne sont pas des crises d'épilepsie, mais qui plaident plus en faveur pour un épisode tout simplement migraineux. Alors quand on a interrogé le patient, on lui a dit mais vous avez un antécédent de migraine, et il nous a répondu ben oui, je faisais des migraines depuis tout petit, puis là j'en ai pas fait pendant longtemps. Docteur, vous êtes sûr que c'est de la migraine? Eh bien, l'IRM témoignait aussi d'un petit hypersignal cortical. L'IRM était réalisé percritique pendant la crise, et il n'y avait pas d'autre anomalie, quoi. C'était pas une crise d'épilepsie qui avait engendré ça. C'était pas non plus une intoxication par son épouse au LSD. C'était vraiment une crise de migraine. Bon, on a perdu de vue ce patient parce qu'après il a dit franchement, vous êtes bizarres, vous les neurologues. Moi, ça m'a pas du tout fait rire. J'ai vécu un truc extrêmement bizarre parce qu'il avait aussi des hallucinations visuelles. Donc voilà, je voulais raconter cette histoire parce que c'est quelque chose qu'on a vécu et qu'on est allé, on a essayé de comprendre un peu plus. Voilà la migraine aussi représentée par Giorgio De Chirico, qui est un peintre italien qui a, lui, utilisé ce qu'il voyait pendant ses crises avec aura visuelle. Donc très classiquement dans l'aura visuelle, on a une perception de zigzag, une perception de flash lumineux, de scotum scintillant, ça c'est la définition. On le demande au patient, il nous raconte, il dit oui, tout ça s'étale dans le champ visuel. Et après, ou pendant la crise, donc des maux de tête très importants. Eh bien lui, il a représenté sur son tableau ces zigzags. Donc en fait, il s'est inspiré de son vécu un peu paranormal lié à sa maladie neurologique qui n'était pas une maladie grave, pour peindre et pour finalement s'exprimer. Exprimer donc ce qu'il ressentait par rapport à ce que les autres n'avaient pas forcément coutume de ressentir. Et puis il y a aussi des livres qui ont été dédiés à l'art et à la migraine que je vous encourage à aller voir. Un autre petit phénomène qui est pas du tout grave et qui est plutôt commun en fait, c'est la synesthésie. J'aime bien parce que le mot est joli et je suis pas synesthète. Dans moins 2 à 3% de la population qui ont une synesthésie. Donc souvent ça concerne les graphèmes, les lettres. Une couleur va prendre, un chiffre va être d'une couleur, une lettre va être d'une couleur. Et puis c'est très bien illustré par le poème de Rimbaud qui s'appelle Voyelles. On arrive à distinguer A noir, E blanc, I, J rouge, U vert, je ne sais pas si vous avez. Et on continue comme ça le poème avec toutes ces voyelles qui pour Rimbaud étaient perçues d'une couleur.
Donc il avait juste à les énoncer, il les voyait. Un autre compositeur très connu, Olivier Messiaen, qui lui, en fait, avait l'habitude de dire à ses élèves écoutez, cet accord, il est bleu, vert, pastel, avec des couleurs extraordinaires, vous le voyez? Et on lui disait non, on ne voit pas, parce que chacun a sa synesthésie. Aujourd'hui, il y a des théories sur qu'est-ce que la synesthésie, d'où ça vient dans le cerveau, pourquoi éventuellement certains la développent et d'autres pas. Et je vous laisserai aller un peu plus loin si vous le souhaitez. Voici ce musicien qui finalement a bénéficié d'une maladie du collagène qui s'appelle la maladie d'Ehlers-Danlos. Et je me rappelle quand en première année de médecine, on m'avait dit que c'était grâce à ça qu'il était capable de jouer comme n'importe qui peut jouer, c'est-à-dire avec une vélocité extraordinaire et jamais égalée dans l'histoire de la musique du violon. Donc il avait des mains qui étaient disproportionnées, qui ont été mesurées, conservées dans un musée. Et vous voyez qu'en fait, je l'ai appelé l'homonculus de Paganini parce qu'il avait probablement un homonculus, donc c'est ce petit être qui représente notre projection dans le cerveau au niveau du cortex moteur et somesthésique. Et on accorde plus ou moins de place dans notre cerveau à des régions de notre corps. Lui, on peut imaginer que les mains, qui sont déjà développées et surreprésentées sur cet homonculus décrit par Penfield, eh bien, il devait être énorme et occuper toute la place. Donc ça, c'est une fonction qui, grâce à la maladie, c'était pas une maladie neurologique, a permis d'optimiser les capacités motrices. C'est assez extraordinaire. Ensuite, il y a une figure que j'aime bien rappeler, puisqu'on considère pour certains le père de la neuropsychologie, Alexandre Luria, qui a étudié un compositeur russe, Chebalin, qui est au décours d'un accident vasculaire cérébral très sévère, très étendu, était paralysé d'un côté, n'arrivait plus à parler, a quand même continué à diriger tout un orchestre alors qu'il était incapable d'écrire une partition. Donc on voit apparaître des dissociations entre l'écoute, la direction musicale et la graphie musicale, qui est un symptôme aussi, être incapable d'écrire une partition. Et c'est un des tout premiers cas où on s'est dit, que se passe-t-il dans le cerveau quand il est atteint chez un musicien? Ou comment le cerveau traite la musique? Qu'est-ce qui se passe sur le cerveau quand on entend de la musique? Donc on fait ce va-et-vient entre musique et cerveau, et on a toujours la maladie en tête qui n'est pas grave, ou qui peut potentiellement être très grave. Dans le cas de Gershwin, très grave, tumeur de haut grade, tumeur gliale, glioblastome, vraisemblablement, temporal droit, bien rapporté, bien décrit. À l'époque, malheureusement, pas la possibilité de proposer une chirurgie éveillée, ce qui se fait, ce qui a fait la une des journaux, maintenant avec un musicien. L'objectif de cette chirurgie éveillée, à gauche, vous avez sur le schéma la représentation du traitement de l'image qui nous permet de savoir quand le patient écoute une musique, écoute un langage, quelles sont les régions qu'il faut conserver, qu'il ne faut absolument pas léser pendant la chirurgie. Et à droite, l'intégration en fait avec l'IRM et l'électrophysiologie, ce qui nous permet de contourer, ça c'est les neurochirurgiens qui font ça, ils contourent ce mapping de la musique pendant que le patient écoute et joue de la musique, et ça donne lieu à une chirurgie éveillée au bloc avec un violoncelle, un violon, il y a eu des pianos, des guitares. Tout ça aussi on peut le faire dans les IRM, c'est un peu plus compliqué, et ça donne des résultats qui sont surprenants. Donc on voit peu à peu qu'avec le temps, on aurait peut-être pu sauver quelques musiciens, quelques artistes célèbres aujourd'hui avec les techniques médicales actuelles. Un cas qui est extrêmement intéressant. Je ne connaissais pas ce musicien alors que je suis guitariste. J'apprécie beaucoup le jazz et par hasard, un soir, novembre 2021, dans la voiture, j'écoute un podcast et je tombe sur ce musicien, avant, après, c'est la même personne, une personne qui a été totalement bouleversée par un accident vasculaire cérébral. Vous voyez d'ailleurs l'état de son cerveau, l'ampleur de la lésion qui touche quasiment la totalité du cortex temporal gauche. Il est donc resté paralysé un certain temps. Il a oublié tout ce qu'il était. Il a oublié naturellement du coup qui étaient ses proches, quelle était sa personnalité. Et donc il raconte bien tout ça. Il a aussi oublié
toute son histoire de carrière musicale. Il a côtoyé Miles Davis, il a côtoyé John McLaughlin, Santana. Donc ça a été un peu compliqué, ça a été un choc. Puis après, quand même, il s'est mis à réécouter ce qu'il avait fait. Il s'est dit, mais c'est pas moi, ça, en fait. Je suis pas la personne qui a fait ça. Donc son cerveau a été, et puis a bouleversé, la maladie a bouleversé totalement sa personnalité et ses talents de musicien. Eh bien, je vous mets au défi d'écouter avant et après. Vous verrez que une période de 8 à 10 années ont permis de développer un deuxième artiste, presque tout aussi bon, voire meilleur peut-être même sur certains aspects, avec cet incident qui probablement est responsable de la mutation de son travail. Et la différence est quasiment imperceptible à l'écoute quand on écoute avant, après, et qu'on ne sait pas quelle est la période qu'on écoute de ce musicien. Donc je voulais lui rendre hommage parce que c'est quand même assez magnifique. Le cas a été publié dans Neurosurgery en 2017, avec son accord bien sûr. Puis malheureusement, il est décédé l'année dernière. Donc il y a d'autres neurologues qui se sont intéressés à musique et cerveau. À Caen, il y a Bernard Le Chevalier qui a écrit un très beau livre. Le cas hypermnésique de Mozart. Le concerto pour main gauche, Ravel, on lui a demandé de faire pour l'ami le frère de Wittgenstein, le philosophe, qui a été amputé sur le champ de guerre, un concerto pour main gauche. Donc là, c'est un travail remarquable parce que il a fallu transférer toutes les compétences de la main droite sur une seule et unique main qui va faire le rythme et la mélodie. Vous imaginez, je vous rappelle que c'est le cerveau droit qui gère la motricité à gauche et le cerveau gauche qui gère la motricité à droite. Donc il a fallu faire une bascule qui était déjà sans doute à l'œuvre chez le musicien amputé, puisque du coup ce bras n'était plus là, donc son cerveau s'est reconstruit avec la maladie corporelle. Là, c'est plus la maladie cérébrale, c'est la maladie corporelle qui va changer le cerveau. Donc je ne sais pas si vous voyez la subtilité, mais c'est deux choses complètement différentes. Et il se trouve que Ravel lui-même n'arrivait plus à composer, plus à écrire de sa main droite. Donc c'est étrange, quand même, il a composé un concerto pour main gauche. Il a développé une maladie neurologique qu'on pense être une forme de démence type Alzheimer ou de démence frontotemporale. Il n'arrivait plus à utiliser le côté droit à écrire la musique. Et il a très bien composé dans cette période-là ce concerto pour main gauche et le fameux boléro. Fameux boléro qui est très rythmé. Très très rythmé. D'ailleurs, ça peut être désagréable pour certains d'écouter le boléro de Ravel. On a très peu de mélodies au tout début, c'est très pauvre. Il écrit ça probablement parce qu'il y a une maladie neurologique. C'est une question qu'on se pose. Je ne vous donne pas la réponse, mais l'étude de ces cas va nous permettre de soulever ce genre de questions. Est-ce que la maladie neurologique va modifier la créativité artistique de nos patients ? Bon, ben, j'aime bien les têtes à l'époque avec les froufous, là. Il y a Haydn qui en a chassé son cerveau pendant près d'un siècle parce qu'on pensait, comme à l'époque de la phrénologie, que certaines bosses du crâne reflétaient le développement ou l'appauvrissement de certaines fonctions cérébrales, comme la sensibilité, la perception, le sublime, la vénération. Bon, c'est totalement faux, mais comme c'était un grand musicien, Haydn, eh bien, on a essayé de chercher dans les bosses du crâne où était logée la musique. Bon, aujourd'hui, on dispose d'outils quand même beaucoup plus performants et on a bien oublié ces vieilles théories farfelues. Et je vous ai mis un cerveau qui pouvait potentiellement être celui de Handel, à droite, encore plus de froufrou. Et là, c'est un cerveau qui est altéré, comme vraisemblablement c'est rapporté par son entourage, par une atteinte vasculaire, donc des AVC à répétition, ainsi que aujourd'hui des choses qu'on prend très bien en charge chez les patients beaucoup plus tôt et donc qu'on prévient parfaitement bien, quoi. Donc je voulais, deuxième partie de cet exposé, vous parler de ces 4 fameuses étapes qui permettent d'amener à la créativité chez un artiste. Alors, ces 4 étapes, en fait, elles avaient déjà été pointées du doigt par le mathématicien Poincaré
il vous parle en fait d'une anecdote qui est fameuse où pendant 10 ans il travaille sur un projet consciemment et puis un jour, il ne sait pas pourquoi, il prend un carrosse, il monte le carrosse et paf, il trouve la solution, il écrit. Donc en fait, vous allez voir que ces étapes, elles vont de soi et probablement à l'œuvre aussi quand on fait pas forcément quelque chose de créatif, mais dans le domaine des mathématiques. Puis ça a été bien théorisé par Graham Wallace, un psychologue juste après. Rapidement, ça se complexifie un petit peu. Un des éléments de réponse est dans un symptôme qu'on appelle la fantaisie, donc l'impossibilité à produire un imaginaire visuel. Donc on demande à un patient de voir cette scène, de se la représenter, et puis un patient qui est atteint d'aphantasie pure est incapable de voir dans son imaginaire visuel quelque chose, donc de le décrire, de le redessiner, de le rapporter. Il y a des études qui montrent que c'est plus ou moins corrélé à certaines régions du cerveau, notamment les régions frontales. Donc l'étape 1, je vais vous l'exposer brièvement, mais on la doit beaucoup, sa compréhension à 3 médecins, Stanislas Dehaene, Lionel Nakache et Jean-Pierre Changeux, tous 2 Français, qui ont élaboré une théorie de l'espace de travail neuronal conscient. Tout ça pour vous dire que l'étape 1, c'est il faut que vous soyez concentré sur une tâche, des hypothèses, il faut que vous fassiez émerger un problème et que vous confrontiez l'observation. Donc c'est une étape qui est tout à fait consciente pour arriver à l'élaboration d'un problème et travailler dessus pendant longtemps. Là, on fait travailler des réseaux neuronaux qui sont bien identifiés, c'est plus une bosse dans le crâne, c'est un réseau neuronal qu'on appelle Executive Networks, donc c'est le réseau de l'attention exécutive. Eh bien, il se trouve que ce réseau est en fait un réseau fronto-temporo-pariétal, occipital, largement diffusé, d'avant en arrière, et qui est bien synthétisé dans cette théorie de l'espace de travail conscient. Sur le petit schéma, ce qui est vert, c'est ce qui peut arriver à la conscience, donc c'est l'information consciente. En T2, vous avez une information qui demande que à devenir consciente, donc qui n'est pas du tout mobilisée par cette étape 1, qui va être favorisée par l'étape 2, vous allez le voir, et ce qui est subliminal, puisqu'on parlait de subconscient, non conscient, là je fais vraiment la différence, conscient, non conscient, et subliminal, en dessous du seuil de la conscience, et qui ne pourra pas atteindre la conscience, donc qui est finalement restreint aux fonctions végétatives. L'étape 2, après cet effort intense de réflexion sur un problème, c'est l'étape de vagabondage mental qui est matérialisée par un deuxième système de réseau neuronal qui s'appelle le réseau par défaut, qui là, on en a parlé un petit peu, engage plutôt les régions singulaires et les régions pariétales. Ce région par défaut, c'est celui qui est à l'œuvre, et on l'a découvert fortuitement, quand on fait une IRM à quelqu'un et qu'on lui dit de rien faire, ou de penser à rien. Donc on a vu plein de régions s'activer, donc déjà on n'utilise que 10% de notre cerveau, c'est faux, parce que ce système il met en jeu toutes les régions du cerveau, mais principalement celle-là au repos quand on pense à rien. Faites l'expérience de penser à rien, vous allez voir que c'est impossible de penser à rien. Donc ça remet en cause un petit peu, je pense, donc je suis là. Ou alors ça conforte cette idée, tout dépend du point de vue où on le prend. Cette étape d'incubation non consciente, c'est une étape où émergent à la conscience potentiellement des idées différentes qui nous permettent de faire des liens. Et ces liens, grâce à l'analogie, on va arriver finalement à l'analogie, le raisonnement par induction, à une solution créative, puisque c'est une solution nouvelle, grâce à finalement des processus non conscients. L'étape 3, c'est celle de l'illumination, c'est celle d'Eureka. Vous l'avez tous fait, hein, une idée qui vient, hop, ça y est, c'est bon, c'est la bonne. Ça suffit pas. Vous allez voir qu'il faut une étape après. Mais celle-là, en fait, finalement, elle est aussi non consciente parce qu'elle est le fruit d'un processus de sélection de toutes les hypothèses statistiquement qui ont été pesées par votre cerveau à votre insu et qui vous disent c'est celle-là la bonne. Et puis, Macarney nous l'a bien dit, c'était dans les toilettes pour lui. Pour Dali, c'était aller dans les états on pourrait dire d'hypnose, parce que c'est presque pareil, de rêve, en fait, où il avait mis une clé pour justement pas oublier et noter les idées quand elles venaient. Là, on est cette étape 3, et je trouve
peu de choses qui va dans ce sens, mais on a l'impression qu'on tient une idée intéressante. On a vu les deux premiers réseaux, le réseau de l'attention à droite, le réseau par défaut du vagabondage mental, et le réseau de salience. Le réseau de salience, c'est celui qui va orienter finalement l'attention, que ce soit vers un processus interne, par exemple j'ai faim, ou j'ai envie d'uriner, ou de manger, ou un processus environnemental qui a un intérêt. L'intérêt pour la question initiale, et donc qui va permettre de dire c'est la bonne. Et on observe une anticorrélation entre ces réseaux. Donc on alterne sur ces trois phases avec des modes de fonctionnement cérébraux différents. Et la quatrième étape, c'est l'étape simple de vérification. Comme tout bon scientifique, on va prendre son papier, son stylo et vérifier par l'observation ou les mathématiques que ce qu'on a créé, c'était la bonne chose et qu'on a bien eu la bonne solution. Il s'agit effectivement d'une étape consciente. Donc on doit faire un travail de stratégie. Bon. Eh bien, les études lésionnelles, quand on a mis plusieurs patients avec des lésions frontales principalement, elles confortent ce modèle. Et donc, je pense que c'est une bonne façon de voir la créativité et ces 4 fameuses étapes qui nous amènent à être des esprits créatifs. Je vais passer un peu plus vite, mais je vais vous montrer des petites images de patients qui ont rapporté voir des choses un peu différemment des autres et qui finalement avaient développé une maladie neurologique, démence frontotemporale, maladie d'Alzheimer à gauche ici, et puis c'est très bien documenté. Et une patiente qui avait cette fameuse hémiprosopométamorphopsie, difficulté à voir et les visages déformés au niveau du côté gauche, c'était son cas. Et puis on s'est amusé à contourer la lésion, elle a fait un petit accident vasculaire cérébral. Et comme Francis Bacon, c'est bizarre parce qu'il fait plein de tableaux comme ça, lui, il devait peut-être avoir ça. C'est pas impossible, mais on n'a pas les images de ces IRM. Eh bien, il voyait la moitié des visages déformés. Alors je vous encourage à écouter Pierre Lemarquis sur Internet, lire ses livres, parce que lui, il propose que l'art, et il a raison, guérit. Il est de ceux qui amènent les patients au musée et qui stimulent et qui rendent notre cerveau plus plastique grâce à l'art. Et il vous parlera mieux que moi de Jeff Koons, qui est finalement la pièce les plus... le chien, là, qui est la pièce la plus appréciée par les malades qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Je vous encourage à lire son livre. Et puis il y a tout un autre truc qui pourrait faire partie de la prochaine conférence, si ça vous intéresse. Moi ça m'intéresse, il faudrait qu'on travaille dessus parce qu'aujourd'hui on voit que psilocybine, kétamine, tous ces produits sont utilisés dans la dépression, la schizophrénie, pourquoi pas aussi les maladies neurologiques, et probablement qu'on a des réponses déjà avec Chet Baker, Joel Cochrane, qui étaient très accros à l'héroïne, et puis un certain nombre aussi en bas du club des 27 qui ont abusé de certaines substances, et c'est très bien raconté dans ce bouquin. Et le dernier que je vous recommande, et je vous remercie, c'est Mon Artiste, Sébastien Dieguez. Il va vous faire la panoplie de tous les artistes qui ont une maladie neurologique et qui ont développé un don ou perdu une capacité. Ça nous montre à quel point les artistes ne sont pas forcément des génies fous, mais qui sont juste des êtres humains extraordinaires. Voilà, je vous remercie.